Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire qui vous est proposé par les éditions du Moniteur en partenariat avec le collectif Paysage de l'après-pétrole. Ce webinaire est l'occasion de vous présenter le deuxième ouvrage du collectif paru ce 23 juin au Moniteur, Paysage de l'après-pétrole, 7 expériences européennes. Nous avons le plaisir d'accueillir les deux auteurs de l'ouvrage, Mathilde Kampf et Armelle Lagadec, architectes urbanistes et membres du collectif Paysage de l'après-pétrole. Elles commenceront leur intervention par une brève présentation du collectif et de ses activités, puis expliqueront leur démarche et les raisons qui les ont poussées à mener cette étude, avant de plonger dans le cœur du sujet et de vous faire découvrir les territoires qui ont été visités et analysés pour donner naissance à cet ouvrage. Vous aurez la possibilité de poser vos questions tout au long du webinaire. Les intervenantes feront une sélection et y répondront à la fin de leur exposé. Je leur laisse maintenant la parole et vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire. Bonjour à tous. Voilà. Donc, moi, je suis Mathilde Kampf et il y a également Armelle Lagadec qui se présentera peut-être juste après. Oui. Voilà. Donc, merci Élise pour cette invitation pour ce webinaire. Et donc, effectivement, on va vous présenter rapidement les extraits du livre et un petit peu aussi qu'est-ce qui nous a amené à faire cette étude. Donc, après un bref balayage du collectif des paysages de l'après-pétrole, avec qui a été faite cette étude. Et puis ensuite, on va balayer les 7 exemples qui ont été analysés en faisant un focus sur 3 d'entre eux qui ont notamment un apport significatif en termes d'aménagement, d'urbanisme et d'architecture. Donc, on ne va pas tout pouvoir raconter et entrer dans tous les détails, mais voilà, c'est pour vous donner un avant-goût de ce qu'on peut trouver dans ce livre et cette étude. Je passe la parole à Armelle. Bonjour, donc Armelle Lagadec, donc nous faisons cette présentation à 2 voix. Donc pour la présentation du collectif, alors qui sommes-nous? Nous sommes une soixantaine de professionnels de l'aménagement qui défendent l'idée que l'entrée paysagère est un facilitateur pour s'engager dans les transitions énergétiques et sociétales. À partir d'un constat que l'énergie abondante et bon marché a permis de s'affranchir du territoire et de créer des formes d'aménagement nouvelles et uniformisées qui ne prennent pas en compte les spécificités locales. Et nous héritons de ça aujourd'hui. Donc, intégrer la question paysagère dans les projets et les documents d'aménagement, que ce soit le SCOT, les PLUI, les PCAET, est souvent perçu sous un angle de protection et de contraintes, de surcoût, mais pas comme un socle sur lequel s'appuyer. Et tu peux passer, voilà. Et donc, notre collectif s'appuie sur 5 grandes entrées pour travailler sur ce sujet, avec comme fil conducteur, le paysage permet de faciliter les transitions dans les territoires. Voilà. On va vous illustrer quelques actions du collectif pour rendre les choses un peu plus concrètes. Alors, déjà, le collectif, c'est un laboratoire d'idées avec des positionnements aussi sur le fond pour définir ce qu'on entend par paysage de l'après-pétrole. Donc, tous les mois, il y a un article qui est édité et qui est diffusé gratuitement. Donc, vous pouvez tout à fait vous abonner si ça vous intéresse dans tous les domaines qui ont trait à l'aménagement, à l'énergie, à l'agriculture, au paysage, toutes ces thématiques complètement liées à… Voilà. Dans le même ordre d'idées, il y a des publications. La toute première, voilà, la revue Passerelle, qui a vraiment fondé le collectif. Ensuite, des actes de colloque, le petit livre mauve, comme on l'appelle, qui a la création de l'association Aménager les paysages de l'après-pétrole. Voilà, d'autres actes de rencontres nationales aussi. Et le précédent livre qui a été édité aux éditions du Moniteur l'an passé, Ville et territoires de l'après-pétrole, qui est une compilation de 40 articles des signés papes mensuels qu'on peut recevoir. Tout frais, ça vient de sortir les deux. Le Leporello, donc c'est le livre accordéon qui raconte l'accompagnement de territoire, et le livre dont nous allons parler plus précisément aujourd'hui sur cette expérience européenne et qui vient de sortir au Moniteur. Alors, comme action, donc, nous accompagnons des territoires
qui s'engagent dans la transition énergétique. Là, par exemple, c'est la recherche-action dont on a vu le Leporello dans le slide précédent. C'était une recherche-action en partenariat avec la chaire Paysage et Énergie de l'École du paysage de Versailles. Il y a également un scénario agronomique After 2050 avec la mise en image de ces scénarios. Et là, c'est une retranscription visuelle de ce que pourraient être ces paysages avec une agronomie respectueuse. Donc, c'est un outil qui peut servir pour des animations dans différents territoires. Il y a également une exposition itinérante qui a été réalisée qui montre des expériences de territoire engagées depuis longtemps dans des transitions par le paysage. Un outil qui vient d'être terminé, donc c'est ETAP, c'est un module paysage de la formation destination TEPOS. Alors TEPOS, c'est territoire énergie positive. Et là, c'est un complément de la formation destination TEPOS qui a été fait pour spatialiser et tenir compte du paysage dans cette transition énergétique. Et le collectif a aussi une vocation de plaidoyer voilà, auprès des politiques, des institutions. Donc, il y a les rencontres annuelles. La dernière a eu lieu en juin à Blois et qui donne aussi l'occasion justement de s'imprégner d'un territoire et de rencontrer les acteurs locaux. Et l'objectif, c'est aussi de rester vraiment connecté à ce qui se passe sur le terrain dans la logique, dans la continuité des actions auprès des territoires. Les liens avec le réseau des territoires TEPOS à énergie positive animé par le réseau du Clair aussi sont depuis de longues dates entérinés avec le collectif voilà, qui apporte la dimension du paysage et de la spatialisation dans les territoires de ce que pourraient ou devraient être les transitions énergétiques, écologiques et sociétales. Le colloque de 2018 qui a un lien avec le livre qu'on va vous présenter puisque c'est les territoires donc, qui avaient été analysés qui ont été invités à se rencontrer pour justement partager leur retour d'expérience avec un public assez large qui est passé au Louvre-Lens. Le collectif développe aussi des outils de communication pour le grand public. Là, il y a une série d'infographies qui est en cours de réalisation avec le premier épisode qui a déjà été fait sur les paysages de l'après-pétrole, qu'est-ce que c'est. Et il y aura d'autres vidéos qui vont suivre sur l'énergie, sur l'agriculture et également sur l'urbanisme. Alors maintenant, nous allons vous parler plus précisément du livre qui a été fait suite à une étude portée par le collectif des paysages de l'après-pétrole et soutenue par la Fondation pour les progrès de l'homme et le MTES, le ministère de la Transition écologique. Alors, un peu revenir au fondement de cette étude. L'idée, c'était de découvrir d'autres façons de faire, d'autres fonctionnements culturels, politiques, réglementaires. Donc, d'aller voir un petit peu ailleurs comment ils s'y prennent sur les sujets qui nous concernent tous. Et surtout de rencontrer en fait les acteurs de ces changements chez eux pour comprendre comment se sont mis en place les processus, les changements de culture, les nouvelles politiques, les nouvelles pratiques. Donc vraiment de partir du terrain et de la réalité de ce qui se fait dans chaque territoire. Alors, l'idée, c'était d'illustrer les principes des paysages après-pétrole par des cas concrets, avec 3 thématiques importantes, l'urbanisme soucieux des territoires et du bien vivre, des économies et des innovations énergétiques et une mise en œuvre de l'agroécologique. De l'agroécologie avec un fil conducteur qui est l'association et l'implication des habitants et également une notion de progrès social. L'objectif était également de croiser les regards entre tout ce qu'on allait découvrir dans ces différents pays européens qu'on avait envie de regarder. Voilà, pour voir quelles sont les méthodes qui émergent de façon récurrente, les invariants, les particularités, qu'est-ce qui pourrait être reproductible ou non, et dans l'objectif d'alimenter les initiatives locales, mais aussi nationales, et d'introduire la notion de paysage dans le développement durable et de montrer que le paysage peut être un facilitateur pour s'engager dans les transitions. Alors, vous allez peut-être voir, on a volontairement une approche très positive et plutôt optimiste pour montrer aussi ce qui marche bien, sans ignorer les difficultés et la complexité, mais l'idée c'est de se mettre dans un principe de processus d'amélioration. Voilà. Donc, ça, c'est une petite phrase qu'un des élus que nous avons rencontré nous avait bien parlé et qui, voilà, qui
peux introduire un petit peu notre propos. Bien. Alors, pour aller sur l'étude elle-même, donc nous avons exploré 7 territoires européens qui ont été engagés de très longue date dans les transitions et les paysages. Donc, nous les avons repérés, visités, analysés à partir du réel et du vécu. Donc, ce sont des expériences qui ne sont pas emblématiques des pays. Elles se passent juste dans ce pays et apportent une contribution intéressante sur les questions de paysage et de transition. Alors, la première expérience que nous sommes allés visiter, c'est à Antibes, en Belgique. Voilà, donc à une commune périurbaine. Et donc là, on est vraiment au milieu rural. Et donc, je laisse la parole. Pardon. Alors, peut-être juste pour situer, donc c'est un projet qui a été initié par une collectivité locale. Donc, peut-être ce qui est important aussi, c'est que c'est un regroupement de moins de 4 communes qui comprend 17 hameaux, voilà, et qui est près de Liège. Ensuite, alors nous avons fait une évolution schématique des paysages avec des blocs diagrammes pour montrer un petit peu comment ça a évolué. Donc, à gauche, vous avez le bloc diagramme sur l'avant-pétrole. Donc, c'est un territoire vallonné, rural et forestier, habité, cultivé et exploité de longue date et très actif au Moyen-Âge avec un réseau de villages et de bourgs. L'ère du pétrole, donc c'est plutôt un développement important de l'agglomération liégeoise et des autoroutes qui a impacté la vie et l'économie locale, comme dans la majorité des communes périurbaines. Donc la fonction résidentielle domine, l'économie agricole diminue, les commerces et les services se déplacent vers les villes. Il y a une rupture géographique avec Liège qui protège malgré tout Antibes et qui préserve sa structure urbaine et patrimoniale. Donc dans ce qu'on appelle l'ère d'après-pétrole, donc on n'est bien sûr pas après, je veux dire, il y a toujours du pétrole, bien sûr, mais disons que c'est la période actuelle. Donc, afin de retrouver un dynamisme et une qualité de vie rurale, les élus ont suscité une forte implication associative et citoyenne pour réactualiser la vie et l'économie locale. Ce renouveau, qui est social, culturel, économique, s'appuie sur des ressources et les infrastructures existantes qui ont été réinvesties. Donc, ce qui caractérise vraiment ce que nous avons retenu de l'expérience d'Antibes, hein, donc c'est vraiment un regard voilà, tout à fait orienté. Donc, il y a déjà cette structure urbaine qu'on voit bien sur cette photo qui est très lisible, avec assez peu de développement urbain le long des voies. Un patrimoine bâti qui est très marquant. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des fermes à cours carrés voilà, de très grande ampleur. Et une imbrication entre l'espace habité et l'espace rural qui est encore visible. Et donc, dans les 17 hameaux, chaque village, chaque hameau a une vocation différente et avec toujours une présence publique forte dans chaque entité, que ce soit une crèche, une bibliothèque, la police, l'école, voilà, qui structure la vie locale. Alors maintenant, on va faire des zooms sur voilà, des morceaux choisis qui nous semblent tout à fait intéressants, desquels on peut apprendre des choses. Ce sont des réalisations significatives pour le territoire, mais ce n'est absolument pas exhaustif et ça reste partiel. Hein. Ce sont des illustrations pour montrer un peu le processus. Donc, par exemple, sur l'architecture, on avait envie d'un peu parler d'architecture parce que là, on est sur l'image que vous voyez, une ferme qui a une activité agricole, hein, une ferme tout à fait majestueuse dont les fondations sont au Xe siècle et qui a une activité agricole jusqu'en 1977. L'activité agricole s'est arrêtée et voilà, un cas qu'on peut retrouver très facilement en France. Et la Société Wallonne du Logement, en 1992, et pendant 10 ans, a complètement reconverti cette ferme pour y créer des logements sociaux. Donc, la volonté derrière, c'était déjà utiliser le patrimoine bâti en place et le valoriser, mais aussi de maintenir une population parfois fragile dans le cœur de bourg, avec une mixité sociale et une mixité intergénérationnelle très forte, et avec aussi l'intention de valoriser les populations par la qualité de l'architecture. C'est-à-dire que voilà, le cadre patrimonial est tout à fait majestueux et voilà, ça en impose quand même. En même temps, il y a quand même une modernité et un confort
très fort de cet espace-là, avec des espaces piétons, publics centraux, enfin voilà, toute une réflexion sur la valorisation des populations dans le centre du bourg. À ce sujet-là, il y a eu un autre exemple, là, voilà, cette deuxième image, qui est aussi une transformation d'une ferme qui a également perdu sa vocation agricole et en logements sociaux. Et on retrouve toujours les mêmes principes de maintenir la population dans le centre. Et ce qui est assez, et d'avoir des projets de qualité qui allient patrimoine et modernité et qui valorisent aussi les personnes qui y habitent. Et alors, cette politique qui a été menée de longue date dans toute la commune, en fait, a des incidences très intéressantes, notamment sur l'offre commerciale. C'est-à-dire que ça a permis de maintenir les petits commerces qui étaient en place. Et quand il y a eu un supermarché qui a voulu s'installer près du rond-point, hors de l'agglomération, comme ça se voit souvent, pour justement drainer tous les villages alentours, les élus ont souhaité absolument remettre le supermarché à proximité immédiate du cœur de village. Et donc, ça a eu un effet boule de neige qui fait que tout le monde venait au petit supermarché et dans les autres commerces locaux. Donc, cette dynamique d'accueil d'habitants dans le centre-bourg, associée avec la dynamique commerciale, voilà, fait que tout ça fonctionne bien et qu'il y a aujourd'hui une offre commerciale tout à fait étonnante et effectivement pas de logement vacant non plus, et donc un bon dynamisme dans la cœur de bourg, et sans construire de mètres carrés supplémentaires. Alors, ils ont aussi mis en place une façon de fonctionner qui a permis justement ces réalisations, et en fait qui ne passe pas par la règle, mais plutôt par la négociation. C'est-à-dire qu'il y a une commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité, CCATM, qui a travaillé, donc qui est une commission consultative, donc ce sont des non volontaires en fait qui se sont regroupés et qui ont construit des critères d'évaluation des projets d'architecture et d'urbanisme. Et donc, quand c'est nécessaire, les élus sollicitent cette commission pour émettre des avis sur des projets dont les enjeux sont forts. Donc, ils ont à la fois, cette commission a un rôle dans l'instruction des permis, mais aussi dans la sensibilisation des pétitionnaires. Et donc, ça intervient très, très en amont, qui fait qu'ensuite, les règles d'urbanisme peuvent être très légères, parce qu'il y a déjà eu énormément de discussions, en fait, en amont. Donc, très rapidement, il y a 6 critères principaux qui sont des critères de bon sens qu'on va retrouver, voilà, qui peuvent bien nous parler aussi dans nos circonstances françaises. La gestion parcimonieuse du sol, la densité, la taille des parcelles, une réflexion sur la localisation par rapport au noyau d'habitat existant, en travaillant sur le principe de centralité, qui a déjà été illustré là, par les 2 exemples précédents. Des avis sur la mobilité et l'accessibilité par rapport au mode doux, transport en commun, voiture, vélo, cyclable, piéton. La confrontation des choix architecturaux avec le bâti environnement, face à un point qu'on a rarement dans nos règlements d'urbanisme et qui permet justement d'élargir le regard au-delà de la seule parcelle et du seul projet, donc c'est pas inintéressant. La prise en compte de l'espace public et son articulation avec les espaces privatifs et le lien social, et l'impact des projets dans le grand paysage, sur les matériaux, les couleurs, les volumétries. Voilà, donc ça, ce sont les 6 entrées travaillées par la commission consultative et qui font que voilà, les projets se passent en discussion et beaucoup plus en douceur et avec des règlements extrêmement légers. Bon, c'est évidemment un peu rapide, un peu frustrant, donc évidemment, vous pouvez aussi poser vos questions. Par la suite, on aura un petit temps, mais voilà, c'est pour vous donner un éclairage. Maintenant, si vous voulez bien, on peut passer dans le bassin minier du nord. Alors donc, maintenant, nous allons en France, dans le bassin minier, on va passer encore un petit peu plus rapidement. Donc, le bassin minier qui est un territoire, lui, de l'après-charbon. Donc, en quelques mots, c'est un projet qui est porté par des collectivités locales, régionales, également par des associations. Et ça englobe 250 communes. Donc, c'est un territoire résilient qui se réinvente, qui ne nie pas son passé industriel révolu, qui a beaucoup bouleversé en profondeur les sociétés locales ainsi que les paysages. Donc, c'est un mouvement qui part d'un changement de regard et d'une valeur donnée à la culture au sens large. Là, par exemple, le Louvre qui a installé une antenne à Lens. Voilà, donc ça, c'est très, très rapide.
Et maintenant, on vous emmène plutôt en Suisse, à Mont-Soleil et Mont-Crozin. Voilà. Donc, en Suisse, ce qui nous a bien intéressé, c'est que le porteur de projet du changement, donc vraiment du changement de société locale qui s'est fait depuis 30 ans au moins, c'est l'opérateur énergétique privé. Donc c'est vraiment une société privée qui a initié ça en lien avec les communes et les acteurs locaux, donc pas toute seule. Un tout petite digression sur la question des éoliennes, parce qu'on ne va pas non plus rentrer dans le détail de ce qu'on a découvert à Mont-Soleil et Mont-Crozin. Mais il y avait une question là-dessus, donc on voulait en parler très vite. C'est que là, ils ont vraiment clairement travaillé sur les éoliennes avec une étude paysagère en préalable pour l'implantation et le nombre de mâts installés, et l'opérateur énergétique qui intervient auprès des habitants pour améliorer aussi le cadre de vie des habitants. Et donc, là où ils passent, les habitants trouvent que c'est plus beau après qu'avant, malgré l'installation des éoliennes, et aussi une logique économique avec des compléments de revenus pour les acteurs locaux, notamment les agriculteurs. Et donc, l'énergie devient un outil de développement local. Voilà, donc c'est vrai qu'en Suisse, il y a une différence par rapport à la France où les paysages sont réellement considérés comme un capital et donc ils ont une valeur culturelle, sociale et économique très forte. Il n'y a pas besoin d'être prouvé et démontré sans cesse. Donc forcément, ça fait une partie d'une composante importante dans chaque projet. Mais comme on voulait se centrer sur les projets d'aménagement, d'urbanisme et d'architecture, on va passer vite et on va aller encore aussi très vite dans le Priorat, en Espagne, en Catalogne. Alors, dans le Priorat en Espagne, là, c'est un projet de transition qui a été initié par la société civile qui est en lien avec les communes et les acteurs locaux. Donc, ça concerne 23 communes. On trouve 600 producteurs de vin et d'huile d'olive. Et c'est une initiative d'abord citoyenne et économique qui a associé les forces vives et volontaires du territoire, donc les collectivités, les entreprises et les associations. Voilà, en quelques mots très rapides. Et maintenant, on vous emmène dans le Luxembourg avec Beckrich, où là, on va détailler un petit peu plus. Voilà, à Beckrich. Donc, Beckrich, on est dans une commune rurale aussi, enfin rurale, périurbain, lointain, et qui œuvre vraiment pour trouver une autonomie énergétique. Et avec un projet de développement durable qui est construit avec une très grande implication citoyenne. Donc là-bas, ils se définissent comme le Far West du Luxembourg, où il y a plus de vaches que d'habitants. Et maintenant, grâce à ce projet aussi de transition engagé depuis les années 80, c'est la commune la plus jeune du Luxembourg où il fait le mieux vivre, visiblement, et qui attire le plus de nouveaux habitants. Comme quoi, voilà, le processus a été complètement inversé. Et donc là, c'est vraiment l'initiateur, c'est la collectivité locale, les élus. Et donc, on est aussi, comme en Belgique, en fait, avec des regroupements de communes. Et là, ça regroupe l'équivalent de 3 villages et de 4 hameaux sous l'entité d'une seule commune. Et donc 2500 habitants, donc on a des échelles très différentes. Alors, lorsqu'on reprend l'évolution schématique des paysages à Beckrich, à l'ère de l'avant-pétrole, c'était un territoire rural dans un relief vallonné, productif, riche en ressources, habité de longue date. D'ailleurs, il y a de nombreux vestiges romains qui en témoignent. Un territoire dominé par l'activité agricole jusqu'à la fin du 19e siècle. Les premières mentions du nom de Beckrich remontent d'ailleurs à l'an 1235. À l'ère du pétrole, à partir de 1860, Beckrich perd son caractère exclusivement rural et développe des carrières, la vannerie, puis le chemin de fer, ce qui a permis à la commune d'accueillir des ouvriers travaillant dans la sidérurgie. Après la guerre, il y a eu une période de déclin qui s'est entamée avec un exode rural important qui a été accentué par la fermeture des lignes ferrées. L'agriculture a reculé, les habitants n'ont plus travaillé sur place, la voiture a dominé, les infrastructures se sont dégradées et la commune a perdu progressivement son caractère. Après pétrole, la commune est redevenue dynamique grâce à la valorisation de ses ressources propres, notamment celle de l'eau minérale. Les villages et les espaces publics ont été réinvestis, restaurés et ont retrouvé une qualité. L'adhésion à l'Alliance internationale pour le climat et la volonté d'atteindre une autonomie énergétique ont amené la commune à se développer autour des thématiques du développement durable.
Donc, il y a de nouvelles économies qui ont émergé, les paysages agricoles et bâtis contemporains ont été créés avec une participation active des habitants. Et ce dynamisme retrouvé attire une population qui est sensible à ces enjeux de société. Dans les années 80, il y a eu une étude patrimoniale sur le développement du village qui a montré que le village était en presque autarcie au XIXe siècle en matière de ressources, d'approvisionnement et de fonctionnement. Et ça, cette étude a été un déclencheur. Donc, il y a eu l'adhésion à l'Alliance internationale pour le climat en 1995 avec pour l'objectif de diminuer de moitié les gaz à effet de serre. Et cet objectif a été atteint. Et également avec pour objectif d'atteindre l'autonomie énergétique d'ici 2030. Alors, le lien est explicite entre le réchauffement climatique mondial et chaque petite action collective individuelle. C'est-à-dire qu'il y a des principes, ce sont des principes qui guident absolument tous les projets. Donc, comme principe, il y a garder la maîtrise des projets dans la durée, créer des structures locales pour chaque projet, valoriser les savoir-faire et les ressources, garder la plus-value pour le développement local, contribuer au développement durable dans tous les projets aussi, et expérimenter pour démultiplier localement et nationalement. Voilà, ce sont les grands principes qui guident tous les projets. Donc là, maintenant, on fait un petit focus. Oui, alors le premier focus, ce sera sur la gouvernance, parce que c'est vraiment quelque chose de fondateur. D'ailleurs, les personnes que nous avons rencontrées nous ont tout de suite dit ça a pu marcher parce qu'on a créé des commissions consultatives. Donc, c'est un système qui existe de façon naturelle au Luxembourg, voilà, sur des sujets plus institutionnels. Et les élus de Bécriche ont choisi de démultiplier ce principe de commission consultative. Donc, chaque commission est composée d'une dizaine d'habitants, dont un élu. Alors, ce n'est pas pour surveiller, mais c'est au contraire pour faire le lien avec le conseil municipal et être sûr qu'il y ait une bonne articulation entre ces commissions d'habitants et le conseil municipal. Donc, leur rôle, c'est vraiment de réfléchir et de suggérer des idées, des projets aux élus et de les mettre en œuvre aussi, c'est-à-dire d'être actifs. Donc, chaque commission, du coup, valorise les compétences locales des habitants qui ont envie de s'investir, parce que du coup, ils se retrouvent complètement impliqués dans un projet d'intérêt général. Ça crée un climat de confiance, parce que dès que quelqu'un a une idée ou un sujet sur lequel il aimerait que la commune avance, mais il y a l'outil, en fait, il y a directement la réponse pour qu'il puisse s'investir. Donc, c'est sûr, ça change complètement les rapports de force. Ça permet de démultiplier les actions parce que au Luxembourg, comme en France, voilà, dans des petites communes de cette taille, les élus ont tous ont peu de temps et des équipes techniques très réduites. Donc, à un moment, de trouver des aides et des appuis auprès des habitants, c'est assez essentiel. Et aussi, un élément très marquant, qui était aussi une des questions qui étaient posées en amont, ça crée une continuité indépendamment des échelles électorales, parce que finalement, ça favorise une culture commune qui fait que c'est porté collégialement par les élus, par les habitants, et donc les principes ne sont pas remis en cause d'une mandature sur une autre, il y a une réelle continuité qui s'installe. Alors évidemment, chaque personne donnera une impulsion un peu différente selon sa sensibilité, mais on garde un fil conducteur et une continuité sur le temps long, indépendamment du mandat. Donc là, il y a vraiment quelque chose à creuser aussi de très intéressant. Sur cette idée du collectif, voilà, il y a par exemple sur le thème de l'énergie, beaucoup d'installations solaires en copropriété, donc notamment sur tous les bâtiments publics, mais aussi sur des supermarchés, sur des entreprises, pour les personnes qui, par exemple, ne peuvent pas valoriser l'énergie solaire sur leur maison parce qu'elle n'a pas été bien implantée pour ça. Et donc, à ce moment-là, il y a ces copropriétés solaires et sur l'existant, hein, c'est-à-dire qu'on jamais on va utiliser une terre agricole pour poser des panneaux solaires. C'est toujours sur des toits, sur des façades, et donc ça ne consomme aucune terre agricole. Et voilà, donc il y a aussi des équipements collectifs, des équipements publics qui sont mis en place, par exemple ce moulin, pour développer un tourisme de proximité qui soit respectueux, à taille humaine, mais avoir aussi des équipements qui permettent la rencontre, voilà, l'échange culturel ou justement la construction de projets. Un petit zoom sur l'aménagement urbain aussi qui est très important, c'est-à-dire que, comme l'a dit Armelle tout à l'heure, c'est une étude patrimoniale qui a vraiment fait l'étincelle.
du changement politique. Et donc, il y a eu très rapidement, en fait, des actions pour refaire les espaces publics. C'était la première action des élus, parce que l'espace public, justement, c'est ce qui est visible par tous les habitants et que tous les habitants partagent. Donc, pour tout de suite avoir une réponse dans un domaine auquel tout le monde sera sensible et intéressé. Et donc, c'est quelque chose la question du patrimoine, de la réutilisation, comme à Antine, on va retrouver des logiques qui vont dans le même sens. Et les documents d'urbanisme entérinent aussi ça, et là, avec des façons de faire qui peuvent aussi nous intéresser en France. Par exemple, il y a une attention particulière sur les quartiers patrimoniaux, dans lesquels les destructions sont interdites pour inciter à la rénovation et à la réutilisation du bâti. Il y aura un autre projet d'aménagement avec d'autres règles sur les quartiers récents, sur les nouveaux quartiers, et à chaque fois avec des règlements spécifiques. Et donc, c'est vraiment un maillage très fin du territoire. Et là aussi, avec des règlements très légers, car on va retrouver le même principe qu'à Antine, qui sont une discussion le plus en amont possible avec les élus, avec l'équipe technique, les architectes et les pétitionnaires, et un suivi du maire de l'amont jusqu'à la signature, et un pouvoir qui est pleinement assuré par le maire. Et donc, voilà. Et donc, miser beaucoup plus sur la discussion, l'échange, quitte à revoir sa copie autant de fois qu'il le veut, que sur la règle froide et extérieure. Donc, on retrouve cette dimension humaine très forte. Pardon, donc là, oui, c'était ce que je disais, les actions très rapides. Par exemple, comme action très rapide, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi un peu dans tous les territoires. Faire vite des petites choses qui vont se voir. Donc, à un moment, il y avait un concours Parc Fleuri, et donc les élus ont offert à chaque habitant un sac de graines de tournesol en se disant, bon, on verra bien ce que ça donne. Et en fait, chacun a planté les tournesols partout, y compris dans l'espace public. En fait, du coup, tous les villages sont devenus des jardins. Donc, ça a même été primé, mais ça donnait aussi une ambiance tout de suite assez positive, et qui a permis de réunir aussi les habitants autour de quelque chose de très simple, qui n'a pas coûté cher, mais qui était très visible, et donc qui a eu une valeur assez forte socialement. Et chaque entité, chaque village ou chaque hameau a aussi son accueil, son lieu public ou son équipement, que ce soit une école, une crèche, une halle sportive, et avec le plus de multifonctionnalité des bâtiments pour intensifier les utilisations, rationaliser les coûts et favoriser une meilleure appropriation. Donc la salle de sport est utilisée par les écoles, par les associations. Le soir, le matin, on y trouve un toit solaire en copropriété, et ainsi de suite, quoi, les liens avec les cantines, l'agriculture locale. Voilà, il y a un maillage assez étroit de toutes ces entités publiques et de services. Un petit zoom sur l'énergie. Donc là c'est le toit de la halle sportive qu'on voit. Toujours cette idée que les élus et la commune ont l'initiative et peuvent porter des politiques, et donc ils doivent être exemplaires dans leur projet, et donc aussi pour prouver par exemple que ça peut marcher, et avec également des subventions, des politiques de subvention très incitatives pour les habitants pour réduire les consommations. Un réseau de chauffage urbain après c'est beaucoup de bon sens tout ça, mais qui dessert les 4 localités principales et qui raccorde tous les équipements publics et les riverains intéressés. Mais ça veut dire aussi qu'en termes de développement d'urbanisme, le développement urbain est très compact et très dense sur ce réseau pour optimiser au maximum le réseau. Les agriculteurs de la commune trouvent pour alimenter ce réseau du coup de chauffage urbain avec les déchets agricoles, trouvent également un complément de revenus. Et donc, voilà, il y a des alliances de ce genre-là qui sont montées à l'échelle très locale. Et une fois encore, je précise bien parce que ce n'est pas toujours la norme, mais ce sont bien les déchets agricoles. Ce n'est pas de la production agricole qui vient alimenter le méthaniseur, mais ce sont les restes et les déchets. Donc, il y a aussi
une économie dans ce sens-là. Et ce qu'on disait aussi en introduction, c'est que dès que possible, les élus ont cherché à soutenir les initiatives d'habitants, quelles qu'elles soient, et notamment la création de structures pour répondre à une demande particulière. Donc là, par exemple, ce sont les bâtiments de Energy Park Rijden, qui est une entreprise d'accompagnement et d'ingénierie, d'accompagnement des particuliers, des collectivités ou des professionnels sur la question des énergies renouvelables et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans le bâtiment. Et donc, ils proposent vraiment des solutions innovantes pour réduire l'impact de la consommation énergétique sur l'environnement. Donc, ils font des cadastres solaires, des campagnes de sensibilisation, voilà, des plans stratégiques, bien au-delà de la commune de Beckrich, c'est-à-dire que c'est localisé là parce qu'il y a eu cette énergie, enfin voilà, cette émulation. Et maintenant, ils interviennent à l'échelle de tout le Luxembourg, voire à l'international, parce que ça a créé cette émulation. Et donc, il y a un foisonnement d'entreprises créées autour de cette dynamique qui est très, très important, mais qui est sont juste les effets de boule de neige de cette politique qui s'est construite sur 40 ans, voilà, à partir du patrimoine de l'Alliance internationale pour le climat et de la volonté d'être autonome énergétiquement, et avec des incidences dans toutes les branches de la politique communale. Nous partons maintenant à Milan, très rapidement Milan aussi. Alors, Sud Milan, donc en Italie, et là c'est un projet qui est porté par les collectivités locales et les universités, puis qui a été relayé par les agriculteurs et les habitants. Donc ça concerne 134 communes dans le sud de Milan et il y a 1400 exploitations agricoles. Donc dès les années 60, il y a eu une prise de conscience de l'importance de l'agriculture, du patrimoine rural et bâti. Et il a fallu attendre près de 20 ans pour que cela se concrétise avec la création d'un parc naturel centré sur la thématique agricole productive. Ce parc a une vocation réglementaire. Donc, il a été créé sous l'impulsion des intellectuels et des élus, puis il a été relayé par les agriculteurs et les habitants. Parallèlement, donc, il y a des initiatives d'agriculteurs et d'habitants qui ont géré la création de plusieurs petits parcs citoyens. Voilà, très rapidement. Et maintenant, on part dans le Vorarlberg, en Autriche. Voilà, qui est le 7e territoire. Donc là, on est sur une initiative, déjà sur un territoire qui est à l'échelle d'une région, donc beaucoup plus grand. Maintenant, quand le bassin minier, c'était très vaste aussi en termes de superficie. L'impulsion est partie des artisans et des architectes. Alors là, on remonte encore plus loin, on part des années 60. Ensuite, les collectivités locales ont pris le mouvement et l'échelle régionale. Et enfin, tous les professionnels et tous les acteurs locaux. Donc voilà, c'est quelque chose d'envergure. On a 96 communes, dont voilà, sur beaucoup de très petites communes. Et la région de l'énergie, le Vorderwald, c'est un groupement volontaire de 8 communes. Alors, le Vorarlberg, c'est un territoire qui est marqué par deux géographies fortes. Il y a une partie de la vallée du Rhin, une plaine agricole inondable, et le début des Alpes autrichiennes, donc une moyenne montagne avec des sommets importants, dominés par l'agriculture et la forêt. L'ensemble du territoire, à l'ère de l'avant-pétrole, est peu peuplé et très modeste. Ensuite, le Rhin a été canalisé, l'industrie textile s'est développée, il y a eu l'arrivée du train également qui ont changé radicalement le dynamisme économique et la démographie de la plaine. Donc le secteur de montagne est devenu un peu plus accessible, mais est resté principalement rural et forestier. Il a subi peu de changements, mis à part l'arrivée des résidences secondaires venant profiter du calme et des paysages. À l'ère de l'après-pétrole, il y a une nouvelle culture de territoire qui se développe à l'initiative de quelques architectes et qui a été nourrie par des démarches d'intelligence collective. L'industrie s'est tournée vers la mécanique de précision et l'électronique. La plaine a poursuivi son développement urbain dense tout en ménageant l'agriculture. Le secteur de montagne a retrouvé une modernité, une fierté et un dynamisme autour de la filière bois, plus dans l'énergie et la construction, ainsi que la production énergétique, essentiellement l'hydraulique, l'économie laitière, l'innovation. Les villages se sont étoffés en réinventant une architecture et un urbanisme ruraux soucieux des patrimoines.
Des communes, plusieurs communes se sont regroupées autour de leurs projets énergétiques et citoyens, et le Vorderwald en est un exemple. Donc c'est un territoire qui est l'un des plus riches du pays, qui est fer de lance des transitions sociétales, économiques et énergétiques. Donc c'est un paysage de moyenne montagne où se mêlent agriculture, forêt et architecture. Il y a un souci de la cytologie. La cytologie, c'est la façon de s'installer dans un site, une connivence forte entre la géographie, l'urbanisation et le paysage, même si les constructions neuves ont tendance à occuper de plus en plus d'espace, mais toujours dans un souci de qualité paysagère. Il y a une imbrication totale entre agriculture et urbanisme. Par exemple, les prés vont jusqu'au pied des maisons, il y a peu ou pas de clôture. Il y a une forte autonomie de la région, une autodétermination et une autogestion qui sont un terreau de l'innovation territoriale. Quelques zooms sur des pratiques qui nous ont semblé particulièrement intéressantes. Déjà sur la question de l'urbanisme rural, qui est un sujet vraiment parent pauvre en France. Donc, comme ce qu'on a déjà en fait avancé dans les précédents exemples, il n'y a quasiment pas de règlement ou alors extrêmement minimal. Et là aussi, ils mettent en place des comités d'urbanisme qui regroupent des experts, des élus, les services techniques, la population. Là, il y a une très grande autonomie communale et chaque commune organise complètement librement l'accompagnement aux pétitionnaires. Mais on va retrouver le même principe d'accompagnement jusqu'à ce que le projet soit satisfaisant pour le pétitionnaire et pour la collectivité. Donc, c'est vraiment dans un dialogue et dans un va-et-vient permanent. Et les architectes conseils sont rémunérés en partie par la commune et en partie par le pétitionnaire, qui est aussi un engagement financier et du coup une bonne écoute aussi de. Voilà, donc ça, je ne dis pas que la gratuité n'est pas bien, n'est pas du tout dit ça, mais là c'est quelque chose qui revendique en fait, et voilà, à réfléchir. Sur le développement urbain proprement dit, alors là, ça va dépendre d'une commune à l'autre, évidemment, mais globalement, il y a quand même un énorme effort qui est fait pour conforter les centres villageois. Et on va retrouver la même logique que ce qui était décrit à Antine, en y plaçant les équipements, les services, les commerces. Et quelle que soit la taille de la commune, même dans une toute petite commune, on va essayer de tout placer dans le cœur de bourg. Les supermarchés aussi sont vraiment, c'est par exemple l'image du bas, et en centre-village qui permet de mutualiser les parkings avec l'école, avec le boulanger, d'économiser l'espace et de faire que chaque commerce aussi fonctionne mieux, qu'il y ait vraiment un usage qui s'installe dans la durée. Par ailleurs, cette centralité permet d'avoir un réseau de transport en commun qui est efficace, transport en commun public, et favorise aussi la mixité intergénérationnelle puisque tout est accessible à pied, même dans des petites communes. Donc c'est vrai que ça, voilà, c'est quand même assez intéressant de le constater. Comme partout en Europe, les fermes, pas mal de fermes perdent leur fonction agricole, notamment celles qui sont dans les cœurs de village. Et dans ce cas, on va retrouver cette logique du patrimoine qu'on préserve, qu'on maintient, mais qu'on adapte et qu'on transforme pour qu'il soit habitable et dans des conditions de confort actuelles, de lumière, d'énergie, enfin voilà, etc. Et c'est par exemple l'image du haut où on voit une ferme ancienne, voilà, qui a été transformée en plusieurs logements, et à côté une construction neuve qui va reprendre une volumétrie qui est dans le même esprit, mais en même temps, ça c'est quelque chose de tout nouveau, la toiture complètement solaire, de l'habitat groupé, très compact, aussi par rapport aux économies d'énergie et à l'économie d'espace. On retrouve, par exemple, dans le bâtiment qui est en haut à droite, une mixité location et accession qui est absolument invisible quand on regarde le bâtiment. Donc, il n'y a pas de stigmatisation, les logements sociaux d'un côté, les logements en accession ailleurs. C'est complètement intégré. Toutes les constructions sont avec des standards écologiques très forts. Les voitures sont mises à l'écart, ce qui va aussi avec la logique de transport en commun public qui doivent avoir la priorité et le lien avec les espaces publics entre l'espace privé et l'espace public très fort. Donc on retrouve en fait les mêmes logiques dans la construction neuve que dans le bâti ancien sur les volumétries, les matériaux, l'absence de clôture, la typologie. Et après, il peut y avoir des très grandes libertés architecturales aussi, mais les logiques de fond en fait sont très cohérentes.
C'est-à-dire que ce qui définit le paysage bâti, notamment la façon de s'implanter dans le site, les volumétries, les matériaux, voilà, les couleurs, c'est un socle qui n'est pas remis en cause. Et par contre, c'est les aspects qui sont liés au mode de vie, là, qui sont changeants évidemment, tels que le rapport à l'énergie, le besoin de lumière, le confort, l'alimentation. Ça fait l'objet d'innovations qui sont sans cesse, voilà, qui évoluent sans cesse. C'est un petit peu les principes qui donnent voilà, des espaces de vie assez très conviviaux et agréables. La question de la gouvernance, qui est très importante également, et qu'on va retrouver comme fil conducteur dans les 7 expériences, quelles que soient les entrées principales. Alors là, on va aller à contre-pied de tout ce qui se passe en France. Une fois encore, ça ne veut pas dire que ça c'est bien et qu'en France c'est pas bien. C'est juste un autre regard. C'est-à-dire que les communes restent très autonomes. Alors tous les élus sont vraiment très 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 attachés à cette notion de dépendance. Et il y a une très forte dimension collective qui fait que, comme ce que je disais pour Beckrich, les initiatives se poursuivent indépendamment des échéances électorales. Et donc là aussi, comme c'est une culture partagée, il y a une continuité dans la durée. L'échelle de la commune est revendiquée dans un souci d'indépendance, de responsabilité, parce que du coup, chacun, on peut venir frapper à la porte de l'élu très facilement, et donc du coup de grande efficacité, parce que tout le monde, le terrain est très bien connu et les gens se connaissent aussi. Et puis en fait, ils sont très réactifs avec des équipes très réduites aussi. Il n'y a pas beaucoup plus de chargés de mission dans les communes que chez nous, mais ils sont directement sur le terrain et dans le projet. Et un fonctionnement en logique de réseau et de coopération qui est très forte. C'est-à-dire que chaque maire est très autonome, mais jamais isolé. Il y a vraiment des habitudes de travail qui se forment au gré des projets, indépendamment d'une structure administrative. Donc, il n'y a pas d'intercommunalité comme on peut avoir comme une commune. Ça se fait voilà, plutôt au fil des projets. Et on est dans une logique où la politique régionale s'est nourrie en fait des expérimentations qui ont été faites au niveau local. Donc, quand il y a eu ce mouvement qui est parti des artisans et des architectes, ils ont emmené progressivement les élus qui, progressivement, ont pu mettre en œuvre des projets de plus en plus qualitatifs, de plus en plus exigeantes. Et donc, la région s'est saisie de ces processus pour les institutionnaliser et en faire le socle de leur politique régionale. Et ensuite, pour aider les autres communes qui ne sont pas encore allées dans le mouvement à y entrer plus facilement, fort de l'expérience des autres communes. Et on a en fait ce mouvement qui se répète comme ça depuis plusieurs décennies et avec le niveau d'exigence qui est sans cesse monté au niveau communal et du coup au niveau régional. Donc, il n'y a jamais de déconnexion entre la vie locale et ces politiques-là. Et donc, les objectifs à atteindre sont fixés à l'échelle supra, à l'échelle voilà, régionale, mais les réponses ne sont pas données, c'est-à-dire que l'initiative, l'innovation restent dans la main de chaque structure locale, mais ce sont les objectifs qui sont partagés à l'échelle régionale. Donc là, il y a un rapport de fonctionnement qui est assez intéressant et qui permet d'être très réactif aussi. La question des ressources locales, évidemment, est très importante. La ressource forestière et agricole était évidente dans ce territoire. Là, par exemple, la monnaie locale, on retrouve le supermarché de tout à l'heure. Un tout petit aparté, parce que c'était intéressant. Quand ils nous ont expliqué ils avaient une boulangerie multiservice qui allait fermer dans la commune à 1000 habitants, donc pas très grosse commune. Et donc, les élus ont voulu absolument retrouver une boulangerie, mais ça n'a pas été possible. Et donc, ils se sont dit, puisqu'on va plutôt accueillir un petit supermarché, puisqu'il n'y en a pas tellement dans le coin immédiat. Et ils se sont dit, on va faire un petit supermarché avec pas grand-chose. Et donc, ils ont continué un peu leur étude et ils ont vu que si dans leur supermarché, ils n'avaient pas une offre complète, à ce moment-là, les gens, en rentrant de leur boulot, peut-être dans la plaine ou dans des villes plus grandes, iraient faire leurs courses dans les plus grandes entités. Donc, s'ils voulaient que ça fonctionne dans le petit supermarché, il fallait avoir une offre produit complète. Et donc, c'est comme ça qu'ils se retrouvent avec un supermarché qui vend tout
dans une commune de 1000 habitants et ils ont associé le projet de monnaie locale. Donc en un mois, ils ont fait le chiffre qu'ils pensaient faire en une année en fait. Donc ça, voilà, ça a vraiment bien fonctionné. Sur les questions des ressources locales, évidemment, il y a la filière bois qui est très importante. Et là aussi, on ne peut pas transposer du tout en France parce qu'elle n'a jamais été rompue. C'est-à-dire que c'est les artisans du bois dans les années 60 qui ont bougé par rapport aux questions de modernité, qui ont embarqué avec des architectes et en utilisant les matériaux et les savoir-faire ancestraux, mais en les remettant complètement au goût du jour, avec beaucoup d'autoconstruction, d'expérimentation et vraiment un discours très clair sur l'économie, la simplicité. Voilà, et donc c'est ce mouvement-là qui a fait tache d'huile à l'échelle de la région et maintenant, voilà, à l'échelle bien plus large, parce que le Vorarlberg est tout à fait reconnu pour son architecture écologique en bois notamment. Donc avec maintenant des laboratoires comme ce qu'on va retrouver à Becriche, où il y a vraiment des industries extrêmement pointues qui se sont développées sur ce terreau fertile. Voilà. Et une valorisation de cette créativité pour une économie et un tourisme de proximité, hein, vraiment pas le tourisme de masse, mais à valoriser les ressources et savoir-faire. Évidemment, la question de l'énergie qui est très, très importante parce qu'elle était centrale depuis les années 80 en fait, où tout ce qui a trait avec l'économie, l'efficience, le renouvelable, la recherche et développement très, très développé. Il s'adresse aussi bien aux particuliers, aux entreprises, aux communes. Donc l'Institut de l'énergie qui a été créé pour faire cet appui et à l'échelle régionale, donc complètement coordonné avec la politique régionale. Et l'objectif est de rendre accessible à tous la construction durable, tant par des subventions que des conseils extrêmement précis et une formation des artisans qui derrière peuvent suivre. Donc on a bien toute la filière qui est en cours. Alors le programme E5 par exemple, qui est aussi une initiative régionale, c'est un programme citoyen et dans lequel il y a la moitié des communes du Vorarlberg qui participent. Et ça concerne 83% de la population. Donc, à un moment, quand je parlais de mouvement culturel de fond, voilà, on est là-dedans. C'est-à-dire que ce genre de politique aide à définir les objectifs énergétiques à atteindre à long terme. Il y a un support pour une méthode de travail, un chiffrage des coûts. Ils apportent un appui technique organisationnel, mais ensuite, ce sont les sociétés locales qui font. Alors, le Vorderwald, à ce titre, est un groupement de 8 communes volontaires qui veulent aller encore plus loin, développer la citoyenneté et tendre vers le 100% renouvelable. Et donc, la région finance à 75% un poste qui permet de faire de l'animation et de l'ingénierie de projet. Et donc, là, on est typiquement dans un projet intercommunal, puisqu'on est sur 8 communes. Il n'y a aucune structure administrative, puisqu'il y a juste un poste à 3/4 temps, en fait. Et donc, ça permet une très grande souplesse, une grande réactivité et directement centré sur le projet. C'est vraiment quelque chose qui revendique fortement et qui permet d'aller toujours plus loin dans tous les domaines en fait, de la vie dans un territoire. Là aussi, quelque chose qui n'est pas facilement transposable directement chez nous, c'est une régie locale de l'énergie. Qui laisse aussi une très grande liberté d'initiative. Ils ont aussi de la montagne, comme en Suisse, à Mont-Soleil-Mont-Crozat, donc l'énergie hydraulique, qui est aussi un grand luxe par rapport à l'électricité, parce qu'on peut stocker l'eau beaucoup plus facilement que l'électricité. Donc voilà, c'est vrai que ça facilite aussi le bois communal, voilà, avec les ressources forestières, donc des choses qui sont... Mais ce n'est pas un grand projet industriel, on est vraiment sur plein de petites actions qui additionnées à une font vraiment un mouvement de fond très important. Alors, nous avons fait le tour des 7 expériences qui sont porteuses de nombreux enseignements. Et donc, nous en avons fait des regards croisés au travers desquels nous avons voulu voir quels sont les éléments de méthode reproductive en matière de développement local durable, avec des regards qui sont focalisés sur la dimension du paysage et son apport dans les processus de transition, en se disant que le paysage n'est pas la seule manière de bien faire, mais que nous avons souhaité montrer en quoi il permet de faire mieux. Donc,
rien ne prédestinait ces territoires à l'excellence, mais tous s'appuient fortement sur le paysage, qui est fédérateur, qui est une évidence partagée, qui est un facilitateur. Et le rapport au territoire est plus ancré et solide, tout en faisant confiance à l'humain. C'est un élément qui est essentiel. Ces expériences, elles ne sont pas isolées, elles ne sont pas anecdotiques, elles fleurissent un peu partout dans les territoires, indépendamment des pays et des cultures. Et c'est un témoignage d'une transition de la société à grande échelle. Voilà, donc on a balayé voilà, un peu rapidement quelques points qu'on avait envie de vous partager. Vous pouvez en savoir plus sur le collectif Les paysages d'après-pétrole sur cette page et évidemment dans le livre qui vient donc de paraître aux éditions du Moniteur. Nous avons, je crois, encore un petit peu de temps. Nous avons quelques questions. Élise, oui. Vous nous confirmez, on peut répondre aux quelques questions qui nous ont été transmises? Oui, tout à fait. Vos questions ont été transmises et je vous laisse en prendre connaissance et y répondre dans quelques instants. Voilà. Merci à vous. Merci. Alors, il y avait une première question sur les thématiques des commissions consultatives au Luxembourg. Alors, les commissions consultatives, c'est quelque chose qui existe dans toutes les communes au Luxembourg. Donc là, on peut se reporter un petit peu au fonctionnement. Je peux vous lister les commissions consultatives qui ont été créées à Beckrich. Mais ça, c'est vraiment eux qui ont pris cette initiative et qui ne sont pas des choses qu'on va retrouver, des commissions qu'on va retrouver dans les autres communes, sauf si depuis, elles se sont emparées du processus. Donc, généralement, c'est beaucoup lié au scolaire et à l'intégration. Voilà. Et à Beckrich, elles en ont créé donc 5 autres qui sont centrés sur les piliers du développement durable. Et mais en fait, ça fluctue, c'est-à-dire que selon les projets, ils en créent des nouvelles et quand le projet est terminé, c'est pour ça que ma réponse va être partielle. Mais donc, quand on était allé visiter sur le terrain, il y en avait 7. Donc, il y en a une sur la mobilité, sur le développement rural, sur la vie communale et sociétale, sur le climat et l'environnement, sur l'intégration et la cohésion sociale, sur l'incendie, le sauvetage et sur le scolaire. Voilà, bon, les dernières sont celles qu'on retrouve classiquement et les autres sont celles qu'ils ont ajoutées pour répondre aux initiatives des habitants et des élus et aussi afficher fortement les politiques dans ces dimensions du développement durable. Voilà, mais après, comme c'est très libre, hein. Donc ça c'est vraiment un principe qu'on pourrait assez facilement reproduire puisque c'est de l'ordre d'une initiative citoyenne encadrée par des élus. Certaines communes en France utilisent des commissions extra-municipales d'habitants pour réfléchir sur des thématiques. Donc c'est déjà des choses qui se pratiquent, mais très ponctuellement. Mais voilà, pour eux, c'était vraiment le déclencheur de tout le dynamisme de cette commune qui périclitait et qui maintenant est celle qui doit refuser des habitants. Donc, c'est un petit peu dur pour eux d'ailleurs à gérer actuellement. Il y avait une autre question sur en quoi consiste une étude patrimoniale, qui la réalise, quels sont ses livrables, le pas de temps. Alors ça, c'est une question un peu générale et la réponse, ça va être, ça dépend. Chaque cas va être un cas particulier. Une étude patrimoniale, donc ça va être une étude qui va regrouper, donc là c'était, pour le cas de Beckrich par exemple, c'était à l'initiative de la commune, donc c'est la commune qui était le commanditaire. Et donc, il y a des historiens et des architectes qui ont planché pour analyser le patrimoine bâti, urbain et paysager de la commune et comprendre sa structuration, son fonctionnement, les traces aujourd'hui, les éléments qui sont vraiment fondateurs et qui donnent l'identité et le caractère particulier de chaque village. Donc, qui la réalise. C'est vrai que là aussi, il n'y a pas de règle. Ça peut être. On va rejoindre un petit peu les plans de paysage sur ce sujet-là. Les plans de paysage, ça peut être une équipe extérieure au territoire qui vient les réaliser parce qu'avec leur regard extérieur, ils vont voir des choses que les habitants ou les élus locaux ne voient plus par habitude
parce qu'ils trouvent ça normal et qu'ils ne se rendent pas forcément compte que là, il y a quand même quelque chose qu'il n'y a pas dans la commune voisine, qui est vraiment intéressante, auquel il faudrait prêter attention. Donc c'est vrai que ce regard extérieur peut être très, très riche. On voit aussi des cas où ce genre d'études sont faites en interne parce qu'il y a une équipe technique, parce que peut-être qu'il y a une association d'histoire locale, qui a aussi voilà, des forces vives dans le territoire ou dans les équipes qui permettent d'avancer. Ça peut être une combinaison des deux, un regard extérieur qui s'appuie sur les structures associatives ou les savoir-faire locaux. Donc voilà, les livrables, c'est pareil, il n'y a pas de règle absolue, tout dépend dans quel objectif est posé le projet. Si on est dans un plan de paysage, ben, l'objectif c'est d'arriver vers un plan d'action dont les élus, les associations et les habitants vont pouvoir s'emparer pour agir sur leur territoire dans le cadre d'une politique qui aura une stratégie globale bien construite. La question du pas de temps, par exemple, une étude de plan de paysage peut aller assez vite, mais il faut quand même prendre le temps, ou d'études patrimoniales, prendre le temps de s'imprégner du territoire, de bien comprendre tous les fonctionnements. Ce qui est important, ce n'est pas l'étude en tant que telle, mais c'est ces déclinaisons et les applications pratiques qui en seront faites dans la durée et la façon dont ces études vont nourrir les autres politiques, que ce soit un document d'urbanisme, un PLUI, un SCOT, un plan climat. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est quand tout cela se parle et que ce ne sont pas des études séparées en silos qui sont étrangères les unes aux autres. Donc c'est vrai que l'intérêt d'une étude patrimoniale ou d'un plan de paysage qui ne sont pas des études réglementaires, c'est-à-dire que ça reste des documents de réflexion, de sensibilisation et de stratégie. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est très libre dans sa définition aussi. Et donc là, c'est vraiment en fonction de la demande et des compétences locales qu'on peut, il faut faire du cas par cas. Mais le nœud, c'est le programme d'action qui va en découler et l'articulation avec toutes les autres politiques du territoire pour que justement les choses soient bien maillées ensemble. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les 7 cas qu'on a retranscrits dans le livre aussi, quoi. C'est-à-dire que être tout de suite dans une dynamique de projet et pas une étude pour une étude, mais l'application politique et pratique est immédiatement derrière. Il y avait une autre question. Dois-je comprendre au regard de ces différents exemples qu'il conviendrait de réduire les dispositions réglementaires? Une excellente question. Bon, évidemment, on l'a tout à fait orienté, donc on n'est pas du tout… mais c'est aussi ce que nous a renvoyé chacun des 7 territoires. C'était la phrase de Jean-François Caron au début. Je me permets juste de revenir, voilà, qui résume un peu tout, quoi. Une innovation, c'est une désobéissance qui a réussi. C'est-à-dire que la règle, elle reste importante parce que c'est le fil conducteur qui va s'appliquer à tous. Voilà, c'est un cadre. Mais ce qu'on a vu dans les 7 territoires qu'on a rencontrés, et là, c'est vraiment un élément de méthode très fort qui émerge de ces regards croisés, c'est que ce qui compte, c'est d'abord de se retrouver dans la réalité du territoire avec des personnes vivantes, avec les habitants, avec les acteurs économiques, avec les élus, avec les agriculteurs, avec toutes les forces vives sur le terrain et de construire des projets ensemble. Donc en fait, c'est vraiment cette rencontre humaine qui permet de définir les stratégies, les valeurs partagées, le priorat. On est passé très très vite sur le priorat, mais la question de la valeur partagée est le fondement de toute la dynamique associative qui a été portée pendant 40 ans et qui a mené jusqu'à la candidature UNESCO. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on se reconnaît dans ce territoire, qu'on a envie d'être là et pas dans un autre, et à quoi il faut faire attention pour ne pas perdre ces éléments de paysage et de vie locale. Et c'est vraiment là le lien avec les paysages qui est très très fort. On sent qu'il y a cette entrée sensible. Et donc, c'est bien le projet commun d'abord, dans un sens d'intérêt général, et les règles viennent ensuite conforter et appuyer ce projet commun.
Donc voilà, bon, effectivement, on a un petit peu insisté là-dessus parce que c'est vrai que c'est un sujet compliqué. En France, on raisonne beaucoup avec on voit bien les documents d'urbanisme. On parle du PADD, le projet d'aménagement et de développement durable. C'est le projet politique stratégique qui est voté, qui a une valeur réglementaire. Mais quand on discute vraiment, souvent tout le monde est d'accord parce que c'est du bon sens. Et puis c'est quand on vient au règlement ou à la règle un peu dure écrite qui va devoir s'appliquer que tout d'un coup ça devient plus compliqué et qu'il y a vraiment du débat. Donc on s'attache énormément à ces règles-là. Et c'est vrai que ce que nous enseignent ces 7 territoires, y compris le territoire français, hein, du bassin minier du nord de la France, hein, c'est que c'est pas d'abord la règle, mais c'est d'abord le projet collectif, effectivement. Et ensuite, retrouver la valeur du débat, de la discussion et de l'argumentation. Et donc, on a l'impression que c'est plus compliqué qu'une règle où il n'y a qu'à répondre oui ou non, est-ce que c'est conforme ou pas. Mais en fait, il y a par la discussion, du coup, des relations beaucoup plus riches qui s'installent et du coup, une bien meilleure compréhension aussi des projets politiques et de la stratégie, et donc une bien meilleure acceptation, et ça permet d'embarquer aussi tout le monde dans le mouvement. Donc, c'est vrai que là-dessus, les 7 exemples étaient assez unanimes tout de même. Personne n'a jamais nié la nécessité de la règle, hein, je ne veux pas l'inverse. Voilà. Mais ça peut vraiment nous interroger effectivement sur le fonctionnement du truc. Je ne sais pas si... Je crois que c'était la dernière question. Oui. Oui. On n'en a pas eu d'autres. Voilà. Entendu. Eh bien, merci à vous pour votre présence à ce webinaire et un grand merci aux auteurs et au collectif Paysages de l'après-pétrole pour leur participation. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer leur nouvel ouvrage depuis le 23 juin en librairie et en ligne. Nous vous souhaitons une très bonne fin de journée et à bientôt pour de prochains webinaires sur le thème de l'environnement. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci, au revoir.